Salut, bienvenue dans cette première vidéo sur Lucky Luke. Je vais parler ici de la mise en scène de Maurice et de Goscinny, de la manière dont ces deux grands noms de la BD utilisent leur médium dans ses spécificités de narration, de comment, au fil du temps, ils sont parvenus à mettre en scène quelqu'un qui se bat en tirant plus vite que son ombre. De la seconde vidéo, je vais m'attarder sur un album en particulier, Billy the Kid. Je vais y papoter plus tranquillement de la série et proposer une analyse plus globale de la mise en scène. Comme ça a l'air facile, mais c'est peut-être pas venu tout de suite, le personnage tel qu'il est actuellement. Il a fallu quand même 35 ans pour arriver à ce point. De la BD, on va montrer Lucky Luke assez expressif. Il va être surpris, va rire aux éclats, se mettre en colère, mais son attitude générale et l'image que l'on a de lui est celle de quelqu'un de calme, de contrôlé. Lucky Luke est dans la maîtrise des situations et ce trait de caractère peut être montré par la gestion des cases, qui reflète la gestion du temps faite par Lucky Luke. Il est le maître du rythme et du temps. Il peut parfois prendre son temps, être méticuleux pour par exemple rouler sa clope. Lucky Luke semble alors aller au ralenti en contraste avec ceux autour de lui qui peuvent être agités ou bavards. Il va être dans une économie de ses gestes et de sa parole, et cela peut être montré soit en déroulant une seule action répartie sur beaucoup de cases, soit au contraire en montrant beaucoup d'actions ou une action très rapide en très peu de cases. Dans tous les cas, une des grandes caractéristiques de la BD reste qu'on nous montre des événements via des gestes et des moments clés, et que de la manière dont sont découpés ces moments en dit long sur l'intention des auteurs. Dans une BD, on utilise des vignettes reliées entre elles par des liens visuels et un système d'ellipses assez souple. Entre chaque case, il s'écoule un certain laps de temps, et au sein d'une même case, il s'écoule également un certain laps de temps qui peut varier sans cesse. Et même, pour être encore plus précis, au sein d'une même case, il peut se mélanger plusieurs temporalités. Par exemple, le temps de la parole ne sera pas le même que celui de l'action. Les actions qui se succèdent apparaissent soudainement, case après case. Il y a un petit ou un grand saut dans le temps entre chacune d'elles. Un personnage est en train de regarder sa montre, ensuite il a changé de chapeau et déposé son panier, et enfin, il lève un drapeau. En tant que lecteur de BD, on trouve ça normal. On accepte totalement cette manière très particulière de représenter des mouvements et l'écoulement du temps. Si dans une BD, chaque action peut sembler en partie instantanée, il faut jouer avec des artifices de mise en scène pour faire ressentir au lecteur qu'une action est réellement rapide. Avec la narration en ellipse, c'est la norme qu'un cow-boy dégaine soudainement son arme en un instant. Lucky Luke, qui a la gâchette la plus rapide de tout l'Ouest, doit recevoir un soin particulier de la part des auteurs pour montrer ses compétences surréalistes. Dans les premières BD, Maurice appuyait assez fortement sur l'aspect cartoon de sa BD. Il partageait des idées de mise en scène avec le médium dessin animé qu'il adorait, que ça soit pour former son dessin à l'origine, pour faire des gags ou pour montrer des combats de tir. Alors il faut déjà différencier deux types de tirs chez Lucky Luke. Il ne rate jamais son coup, et parfois la mise en scène ne va pas du tout être là pour montrer qu'il est rapide, mais uniquement qu'il est précis. Ce qui va m'intéresser ici, ce sont uniquement les mises en scène qui viennent appuyer sur sa rapidité. Dans cette vidéo, je vais montrer leur évolution chronologique. Ainsi, on pourra se faire une idée du processus de création qui a accompagné les auteurs au fur et à mesure du temps. Maurice va donc commencer par nous montrer simplement une action en deux cases, qui montre d'abord l'anticipation du héros, puis sa réaction très rapide. La fulgurance du tir est atténuée par le fait qu'il y a une case d'anticipation. Pour le dire autrement, l'ellipse entre les deux cases est très préparée, elle n'est pas brutale. On s'imagine bien le trajet de la bouteille et les lignes de mouvement qui accompagnent Luke nous permettent de bien recouper son action sur les deux cases. Ici, Lucky Luke est rapide et adroit, mais rien de bouleversant dans nos habitudes de lecteur de BD. Sur ce tome, ce sont les deux ennemis qui vont avoir droit à de la mise en scène travaillée pour montrer leur rapidité. Ce soin apporté surtout aux ennemis est quelque chose qui va être récurrent chez Maurice. C'est surtout une fois l'arrivée de Goscinny que Lucky Luke sera plus privilégié que le reste des tireurs dans la mise en scène. On nous montre ici de nouveau des images en deux temps, mais dans lesquelles une bulle de texte assez remplie va encore accentuer la prouesse du tir. Les bandits semblent davantage dilater le temps pendant ces cases et cela rend leurs gestes d'autant plus surréalistes. Il y a une incohérence volontaire dans la temporalité interne de la case. Le temps de la parole qui est long contraste avec celui de l'action qui est très court, et cela peut apporter un léger sentiment de confusion assez intéressant pendant notre lecture de la case. Ensuite, Lucky Luke va de nouveau être montré avec une anticipation puis une réaction, mais cette fois, lui aussi va dilater le temps. Il va exécuter une double action de tir, là où les adversaires semblent figés. Puis il va avoir le temps de courir avant que les ennemis n'aient enfin le temps de réagir encore une case plus loin. Pendant ces trois cases, le temps ne semble s'écouler que pour Lucky Luke. Cette capacité de ralentir et d'accélérer le temps à son envie restera une capacité utilisée par les auteurs à travers toute la série. Le fait de montrer l'onomatopée des tirs uniquement sur cette case renforce lui aussi l'idée que l'action muette de Lucky Luke était hors du temps, comme suspendue, avant que tout ne se relâche une fois qu'il est à l'abri.
Contre Pat Poker, Maurice va montrer pour la première fois son héros faire figer et suspendre un objet d'une case à l'autre pour montrer que son action est quasiment instantanée au sein de la case et entre les deux cases. Cette mise en scène évoluera par la suite pour encore s'amplifier. Sur cette première fois, il y a juste la cigarette qui est parfaitement immobile. Les ronds de fumée sont eux aussi immobiles, figés dans l'instant de leurs cases respectives, mais ils ont bougé pendant l'ellipse entre les deux cases. Sur la première case avant le tir, on nous montre un instant figé. Ensuite, un très petit moment s'écoule pendant l'ellipse et enfin, lors de la case de tir, si on voit les lignes de mouvement discrètes pendant notre lecture, on peut se dire qu'il s'écoule également un petit laps de temps pendant cette case qui représente le temps que Luke met à dégainer. Le temps représenté est vraiment minime, mais le tir de Luke n'est donc pas encore instantané, il ne tire pas encore plus vite que son ombre. Et lors de la case d'encore après, la cigarette a disparu, alors que si elle avait été apparente à ce moment-là, l'action de Luke aurait pu sembler encore plus rapide, car cela aurait signifié qu'il aurait en plus eu le temps de récupérer sa cigarette. Que cela soit ou non un oubli de Maurice, ici on suppose qu'elle est juste tombée par terre. Dans cette dernière case, le temps a repris son cours normal et l'ellipse qui y mène représente un plus grand laps de temps. Pendant une lecture plus normale, les indicateurs forts qui montrent que l'on est de retour à une temporalité normale sont surtout le changement de taille de case et la réapparition du décor, qui montre que l'action précédente est terminée, mais aussi tout simplement via de la narration. Lucky Luke est de dos, en train de regainer tranquillement, on voit qu'il a gagné. Il a, encore une fois, la maîtrise du temps. C'est avec Bob Dalton que Maurice va encore accentuer cette mise en scène, en montrant une troisième case d'action quasi instantanée supplémentaire, où Bob a le temps de se remettre de sa position initiale. Je dis quasi instantanée car les lignes de mouvement très apparentes donnent une temporalité, un déroulé à son action. Pendant cette case, il y a bien du temps qui s'écoule. A préciser que contre Pat Poker, l'instantanéité était surtout montrée au sein de la case, tandis qu'ici, l'instantanéité est montrée par les ellipses. Il ne s'écoule pas de temps entre les cases. Le tir pleinement instantané sera mis en place plus tard avec Goscinny. Voici un extrait d'interview de Maurice assez intéressant sur le sujet du temps dans la BD. Nous pourrions expliquer la meilleure façon de s'en tirer dans le cas de deux mouvements qui se combinent en une même image. Nous constaterions que le dessin est alors quelquefois amené à tricher, pour ainsi dire, et présenté comme simultané deux phases qui en réalité ne le sont pas. Par exemple, un coup de sonnette précède, logiquement, le réveil d'un deuxième personnage qui ne devrait perdre sa perruque qu'un court instant plus tard. Mais cette entorse à la chronique réelle des choses, loin de choquer le lecteur, permet au contraire des effets très amusants. Et ceci nous amène à la constatation qu'une image de BD ne doit pas être nécessairement considérée comme un instantané. C'est même rarement un instantané. Ensuite, dans le tome 8, Maurice va de nouveau nous montrer un déroulé en deux temps, anticipation puis réaction. Ici, c'est encore une fois l'ennemi, en l'occurrence Fil de Fer, qui va avoir droit à de la mise en scène plus exagérée. On a de nouveau le genre de visuel que l'on a vu avec Bob Dalton, et juste après, le visuel cartoon attribué auparavant à Lucky Luke, avec l'objet figé pendant deux cases. Maurice montre Fil de Fer enchaîner les deux types de mise en scène, il est donc au moins à la hauteur des Dalton et de Lucky Luke. C'est d'ailleurs par l'astuce et non par l'habilité que le héros réussira à le vaincre. Par la suite, les seuls adversaires de Lucky Luke qui se montreront quand même pas mal compétents au tir seront les cousins Dalton, Pistol Pete et enfin Billy the Kid, qui seront un peu mis en avant par la mise en scène, mais plus aucun personnage n'atteindra le même niveau de compétence que Fil de Fer, sauf bien sûr Lucky Luke qui, une fois l'arrivée de Goscinny, le dépassera largement. On arrive à Des rails sur la prairie, le tout premier tome scénarisé par Goscinny. Et là, pour bien faire, il m'aurait fallu connaître l'implication de Goscinny dans la mise en scène de chaque scène dont je vais parler maintenant. C'est un gros problème qui n'a jamais été réglé dans la BD. Ce n'est jamais indiqué qui a fait la mise en page et le découpage. Être un scénariste de BD, c'est un métier très différent selon la manière dont tu rédiges ton manuscrit. Dans le cas de Goscinny, j'ai cependant quelques pistes, avec notamment cette interview du scénariste. Comment s'élabore une bande dessinée? Vous partez d'une idée? Oui, nous partons d'une idée. Très souvent, d'ailleurs, nous la discutons ensemble pour connaître le thème général de notre histoire. Et ensuite, je fais un synopsis très détaillé que je soumets à Maurice. Et après quoi, une fois qu'il l'a accepté ou qu'il m'a fait des observations, eh bien, je fais un découpage qui est en tout point semblable à un découpage de cinéma, c'est-à-dire description des plans et dialogue. Et je le lui donne et il fait les dessins. J'ai également quelques pages de script où on pouvait voir que Goscinny détaillait énormément les cases à dessiner. S'il y avait besoin d'un plan très précis, il le disait clairement. Il allait même parfois jusqu'à faire des croquis de ce qu'il imaginait comme scène. Pour ce qui est de l'application de Maurice, voici deux extraits d'interview. Il me dit toujours qu'il sait à l'avance comment je vais dessiner son texte. Et moi, quand je lis ce texte, je sais très bien ce qu'il veut, comment il le voit. En fait, je suis assez fidèle à ce qu'il demande.
techniquement, comment travaillez-vous avec Goscinny? Goscinny est un grand technicien. Sur 44 pages, par exemple, il fait toujours en sorte qu'il y ait un équilibre entre l'introduction, le corps et la conclusion de l'histoire. Et il m'indique même, en général, l'angle de vue de l'image. Mais là, je prends des libertés. Si je vois une raison de changer, je change. Ou si je trouve un gag qui s'intercale bien, je l'ajoute. L'idée de base est choisie soit par moi, soit par lui. Mais on la met au point ensemble. Il confectionne ensuite un synopsis où chaque paragraphe, quelques lignes, représente une page. On en discute encore un peu et il m'envoie alors un découpage, par petits paquets de 3 ou 4 planches à la fois. Je ne peux que spéculer d'à quel point ces deux auteurs pouvaient avoir des conversations précises sur la mise en scène à adopter. Imaginez tous les trésors que l'on aurait pu obtenir en interviewant correctement ces grands auteurs, en leur demandant de décrire leur travail avec précision. En fait, quand on dit par exemple que Goscinny est un grand scénariste de BD, on ne sait pas totalement expliquer pourquoi c'est le cas, car on manque d'outils et de réflexion pour parler de son travail correctement. Ce manque de compréhension se remarque par exemple dans le livre L'art de Maurice, où il y a une confusion de ce qui serait ou non une invention de Maurice. Mais j'y reviendrai plus en détail dans la prochaine vidéo. Avec ce que j'ai comme info, on peut se dire que Goscinny est le responsable principal des éléments de mise en scène dont je vais parler ici. Mais je garde quand même en tête que Maurice a lui aussi sa part de créativité là-dedans. Ça reste après tout un duo d'auteurs complets. Maurice comme Goscinny sont des scénaristes et des dessinateurs. D'autant que Maurice a été un auteur important dans l'évolution de la mise en scène de la BD franco-belge. Dans les années 40, en Europe, il est le seul à décomposer un mouvement par un séquençage de plusieurs cases suivant un même axe. Dans la BD franco-belge, il a également été pionnier dans l'utilisation d'une grande case s'étalant sur une demi-page. Tout ça a grandement influencé des auteurs de l'époque, comme Franquin par exemple, et c'est bien sur cette base que travaillera Goscinny, qui adaptait ce manuscrit selon le dessinateur avec qui il travaillait. De la suite de la vidéo, je vais beaucoup parler de hors-champ, d'un élément qui vient depuis l'extérieur de la case, et principalement des tirs de Lucky Luke. Ce sera un élément essentiel dans l'évolution de la série. Pour demander un hors-champ, Goscinny utilisait le terme en coulisses dans ses manuscrits. Dans le dictionnaire de Goscinny, j'ai 3 exemples de pages montrant un tir venant depuis un hors-champ. Un où c'est Maurice qui a apparemment pris l'initiative de faire ce plan, et 2 autres où c'est clairement demandé par Goscinny. Merci d'ailleurs aux gens du forum BD Geste de m'avoir indiqué plusieurs bouquins sur Goscinny. Voilà, du coup. Dans Des rails sur la prairie, on va avoir droit à une évolution importante de la mise en scène posée par Maurice. Ici, on a une action en 4 temps. Luc fait face à son adversaire. Ensuite, on passe au strip suivant, composé de 3 cases identiques. Le fait qu'elles soient sur un nouveau strip et qu'elles aient la même taille, montre au lecteur qu'on entre alors dans un déroulé d'une même et nouvelle action, celui du tir de Luc et de sa conséquence. La forme commune de ces cases et la disparition du décor en arrière-plan montrent aussi la liaison temporelle étroite entre ces cases, et place davantage Luc dans un tunnel hors du temps. Comme lorsque Son Goku n'est plus entouré que de lignes de vitesse, il entre dans une nouvelle logique temporelle hors de l'espace logique du combat. Du coup, Luc tire, mais son bras garde pour autant quasiment la même position, et son verre est en suspens. Sur la 3e case, le pistolet est rangé, et la main est revenue prendre le verre. Cependant, il n'y a pas de ligne de vitesse montrant le mouvement de Lucky Luke, ce qui, en contraste avec les exemples précédents, montre ici une action encore plus instantanée que tout ce qu'on a pu voir auparavant. Que ça soit par l'ellipse ou le temps au sein des cases, tout semble devenu instantané. Lucky Luke semble téléporter ses gestes par clignement. Le vide entre les cases qui est censé combler le lecteur prend une nouvelle dimension, car les gestes de Lucky Luke sont de toute façon impossibles à capter pour les yeux. C'est bien par ces petits détails supplémentaires de mise en scène et non par de la narration que Lucky Luke monte clairement en puissance. On peut aussi voir la fumée du pistolet rangé qui deviendra une nouvelle marque visuelle récurrente chez Lucky Luke. Et au contraire de lignes de mouvement, cette fumée accentue encore plus l'absurdité de l'action. Le pistolet n'a eu le temps de dégager de la fumée qu'une fois rangé et d'en dégager d'ailleurs pas mal, ce qui allonge encore la durée d'un moment pourtant figé dans le temps. On est face à un paradoxe, un tir impossible, surréaliste. Surréalisme qui va être encore plus accentué par la dernière case où la balle tirée va être enfin montrée. Si on considère que le déroulé de l'action se découle comme dans toute BD classique, c'est-à-dire les cases se succèdent en même temps que le temps s'écoule, alors Luc a eu le temps de regainer et d'attraper son verre avant même que sa balle n'atteigne sa cible qui n'est pourtant qu'à quelques mètres de lui. Mais comme ces 3 cases et leur ellipse sont instantanées, cette règle d'écoulement du temps n'a de toute façon plus vraiment lieu. Autre élément intéressant est aussi le fait que les 2 itérations du bandit soient dans le même bord droit de la page, ce qui accentue encore plus l'inertie de ce dernier. Entre ces 2 moments, il est absent des cases, ce qui vient encore accentuer le fait que le temps ne se déroule vraiment que sur 2 cases, car Luc a en quelque sorte figé et dilaté le temps. Aux yeux du bandit, le tir est bel et bien instantané. Luc a téléporté ses gestes. Le tir venant d'un hors-champ vient aussi accentuer l'effet de surprise. Il y a aussi des choses à dire sur la manière de montrer les trajectoires des balles, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Par la suite, on va encore avoir droit à des variantes de la scène que l'on vient de voir, à base d'objets figés en l'air, de
Luke qui reprend la même pose et de la fumée qui se dégage des pistolets. La différence est que la balle tirée ne sera plus jamais montrée après que Luke ait rangé son arme. Peut-être que cela risquait de paraître trop surréaliste pour le lecteur, que cela enfreignait trop les habitudes de lecture et leur logique. Au sein d'une même case, on est habitué à lire des situations absurdes dans la temporalité des actions des personnages. Mais pour ce qui est du déroulé linéaire temporel de ces actions, de gauche vers la droite, on peut avoir bien plus de mal à accepter de bouleverser cette habitude dans son expérience de lecture. Une manière d'arranger ça aurait pu être de montrer un lien visuel entre ces deux cases, pour appuyer le fait qu'elles partagent en fait un même moment montré séparément, mais ça n'a pas été le choix des auteurs. Pourtant, je trouve ça intéressant de lier le sentiment d'étrangeté que l'on a dans notre processus de lecture et le sentiment d'étrangeté que l'on a face à un phénomène surnaturel. Recouper ces deux sentiments me semblait ici assez approprié. En tout cas, on a pu voir que sur ces quelques cases, il y a bien eu une grosse évolution dans la mise en scène de cette BD. Comme je l'évoquais, cette petite scène a aussi mis en place des gimmicks visuels pour encore plus personnaliser le tir de Lucky Luke, le rendre unique. Je parlais de la fumée du pistolet qui n'a eu le temps d'émaner qu'une fois celui-ci regainé, mais c'est bien le tir en hors-champ qui sera ce qui caractérisera le plus le tir de Lucky Luke. Et quand le tir ne sera plus montré directement, la fumée prendra encore une dimension supplémentaire en devenant alors l'indicateur que Luke est bien celui qui a tiré. Le fait de faire évoluer Lucky Luke grâce à de la mise en scène, c'est assez intéressant, car dans ces BD franco-belges classiques, l'univers reste souvent globalement très stable. À la fin de chaque histoire, on reste souvent dans un statu quo et les personnages ont parfois l'air de vivre chaque aventure complètement indépendamment les unes des autres. Ce n'était pas trop le ton de ce genre de BD de montrer Lucky Luke avoir un arc shonen pour monter en puissance. Du coup, augmenter ses capacités par de la mise en scène était une astuce plus discrète et très maligne. Les capacités de tir du cow-boy progressent en même temps que l'inventivité de Maurice et de Goscinny. Goscinny, avec ses collaborateurs, sont des créateurs d'icônes. Comme Booba après lui, Goscinny a créé des phrases entrées dans le langage courant, et il utilise la BD en exploitant à fond ses spécificités pour singulariser ses personnages. C'est quelqu'un qui avait une profonde conscience des aspects uniques de la BD, car il en jouait pleinement. Et puis j'aime bien ça, j'aime bien les bandes dessinées, bien sûr. Une fois arrivé sur Lucky Luke, il va renforcer la mythologie mise en place par Maurice, et donner corps à des scénarios plus solides. Il va ressusciter les Dalton, faire réellement parler Jolly Jumper, il va inventer le slogan « Il tire plus vite que son ombre » et mettre en scène en conséquence ce super pouvoir attribué officiellement au héros. Fini les concurrents à la file de fer, Lucky Luke devient vraiment le meilleur tireur de l'Ouest. Pour ce faire, Goscinny va donc réserver le tir qui met le temps en suspens à Lucky Luke seul. Et plus important encore, il va mettre en place une signature à son tir principal tout en le rendant plus rapide que n'importe quel tir vu précédemment. À partir du second scénario de Goscinny, pour résoudre ces duels, Lucky Luke va presque exclusivement tirer en hors-champ. Ce qui est amusant, c'est que le tout premier tir jamais montré de Lucky Luke était un tir en hors-champ, mais je ne sais pas si c'était volontaire de la part de Goscinny de faire un clin d'œil à cet élément initial. Je précise quand même que ce premier tir en hors-champ de Maurice n'avait pas la même intention, c'était pour représenter une attaque surprise et non pour représenter un tir rapide. D'ailleurs, l'utilisation du hors-champ va beaucoup être utilisée pour montrer une action qui doit surprendre les personnages, et pas seulement pour les tirs. Ce sont deux utilisations à différencier, dont le contexte et l'intention sont en partie différents. Le hors-champ de Goscinny donné à Lucky Luke représente quant à lui trois aspects, la rapidité, la surprise et un tir précis. Chaque tir de Lucky Luke devient alors une surprise pour ses adversaires qui subissent une action instantanée. Ils ne peuvent que constater l'action en même temps qu'ils la subissent. Ce qui n'était déjà presque jamais arrivé avec Maurice va encore s'accentuer ici. Lucky Luke ne blessera plus jamais personne par tir de balle, et il lui fallait donc accroître ses compétences pour pouvoir réussir à mener ses exploits dans toutes ses aventures. Il était plus brutal. Même les idées et les gags étaient un petit peu coup de poing sur la gueule, disons, tandis que maintenant c'est devenu un humour plus sophistiqué. C'est un peu l'influence de Goscinny qui a fait ça. Et dans une autre histoire que j'écris, Lucky Luke, qui est une histoire de cow-boy, eh bien depuis 14 ans que je fais cette histoire, il n'y a jamais eu un blessé par balle ni un blessé par flèche. Et ça, il faut le faire. A priori, la première fois que le tir en hors-champ deviendra canonique pour Lucky Luke, c'est dans le tome 11, Lucky Luke contre Joss Jammon, où ce tir sera même montré en page-titre, pour bien montrer que même sans contexte, ce tir appartient désormais à Lucky Luke. Ensuite, dans le tome 12, Les Cousins Dalton, on va d'abord nous montrer deux tirs de Lucky Luke. Un tir en hors-champ et un tir utilisant le type de mise en scène vu précédemment, où Lucky Luke garde la même position avant et après son tir. Et puis finalement, à la résolution de l'histoire, Goscinny va nous montrer un mélange de ces deux types de tirs différents, en faire une fusion. L'action de tir se déroule alors en 3 cases. Lucky Luke commence à se rouler une clope, tire en hors-champ, et ensuite, on le voit, comme toujours, pistolet fumant regainé, mais la différence est qu'il n'est plus figé dans la même position qu'au départ. Cette fois, il n'a plus juste regainé, il a carrément eu le temps de continuer de rouler sa clope. Encore une fois, l'ellipse entre les deux cases ne montre pas vraiment un écoulement de temps classique. On reste bien dans une sorte de saut temporel, mais qui va être ici encore plus exagéré.
Bien plus tard, dans le tome 29, on va encore continuer sur cette lancée. Après son tir, sa clope étant carrément déjà roulée, il est déjà occupé de l'allumer, ce qui en plus permet de faire un petit jeu visuel entre les deux fumées. Cette exagération dans le saut temporel ne deviendra pas pour autant la norme. Goscinny et Maurice garderont surtout l'utilisation plus simple de juste figer la position de Luke avant et après son tir, et ils s'amuseront à en proposer des variantes et des petits détournements parodiques. Dans cette scène d'exagération du temps extrême, le hors-champ permet de rendre plus logique dans la tête du lecteur cette transition temporelle pourtant brutale. Pendant que Lucky Luke tire, quelque chose échappe aux yeux du lecteur. Du coup, le hors-champ, très largement utilisé pour montrer les tirs de Lucky Luke dans plein de contextes différents, est là pour rendre encore plus surnaturel son action. C'est l'homme qui tire plus vite que son ombre, il réalise des choses impossibles. Le montrer en train de tirer ancre trop son action dans le réel. Il fallait rendre cette action immatérielle, comme quelque chose d'inconcevable pour nos yeux. L'ellipse instantanée entre les cases n'a pas changé. C'est la représentation du temps au sein de la case qui a été modifiée par les auteurs. On est passé d'une action quasi instantanée à une action instantanée, puis enfin à une action hors du temps, hors du monde physique. Si on lit des mangas d'action, on est très habitué à voir des astuces de mise en scène pour montrer des actions extrêmement rapides. Et voici celle inventée pour Lucky Luke, qui reste en apparence très simple, ne semble ainsi pas dénoter du reste du paysage de la BD franco-belge classique. C'est une mise en scène sobre et élégante pour représenter une action excentrique. Le hors-champ permet aussi de faire tirer Luke avec moins de contexte. Plus besoin de préparer son tir sur les cases d'avant. Tel un éclair, il peut survenir à tout moment. Et comme ce tir lui est réservé, à quelques exceptions près comme on le verra plus tard, pas besoin pour les auteurs d'expliciter en avance l'origine du tir. En installant cette routine de mise en scène pour Lucky Luke, Goscinny a renforcé notre complicité avec le personnage principal et peut s'amuser à jouer avec des codes bien établis. Maintenant que Lucky Luke a été singularisé dans sa manière de tirer et été renforcé dans sa dimension de héros et de personnage principal, les auteurs peuvent en profiter pour jouer avec ça. Goscinny est un grand spécialiste pour ce qui est de poser une situation pour la faire varier et évoluer. Son humour repose en partie là-dessus, comme on peut le voir notamment par son utilisation des cases en miroir. Ou encore par des jeux de langage, avec par exemple dans Tortilla pour les Dalton, qui joue avec des quiproquos et des mensonges sur le langage tout au long de l'album. Goscinny fait varier et combine ses propres inventions avec brio, et cet album est particulièrement drôle grâce à ça. Le running gag et la multiplication d'éléments récurrents permet à l'auteur d'établir un univers plus cohérent et familiarisable pour le lecteur. Du coup, pour continuer avec le tir en hors-champ dans Des barbelés sur la prairie, Goscinny va faire tirer Lucky Luke plus qu'à son habitude, car en fait, il ne tire pas tellement que ça pendant la série, et même dans certains albums, il ne tire pas du tout. Ici, l'intégralité de ces tirs sont montrés en hors-champ, ce qui fait que l'on va voir son ennemi, Kaskasi, identifier le tir de Lucky Luke rien qu'au fait que le tir soit mis en scène de cette manière. C'est bien une façon de dire officiellement que ce tir appartient au personnage principal, que grâce à la mise en scène, il y a de la personnalité dans son tir. Dans La Ville Fantôme, Luke va devenir ami avec le vieux chercheur d'or Powell, et pour montrer leur complicité, les auteurs vont également montrer Powell tirer uniquement en hors-champ. Ici, ce n'est pas pour montrer qu'il est rapide, mais pour montrer la connivence entre les deux personnages. D'ailleurs, la première fois que Powell va tirer dans l'histoire, les personnages et le lecteur penseront qu'il s'agissait d'un tir de Lucky Luke. Chez Powell, il n'y aura pas que ces tirs qui seront montrés en hors-champ, plusieurs de ses actions seront caractérisées ainsi. Dans un strip, on va également montrer Luke et Powell s'affronter comme se défendre par du hors-champ. C'est une de leurs manières de communiquer. La complicité de Lucky Luke avec d'autres personnages va aussi être montrée dans d'autres albums par de l'attaque qui désarme depuis un hors-champ. Par ce biais de mise en scène, on montre de l'amitié et aussi une même philosophie de vie. Le fait de désarmer son adversaire plutôt que de le tuer, de faire ça proprement avant qu'il n'ait eu le temps d'attaquer. Grâce à cette maîtrise technique, pas de mort, pas de blessés. Dans La Ville Fantôme, le hors-champ va aussi montrer une caractéristique supplémentaire. Le vieux Powell est un être désincarné, comme le fantôme qu'il est dans sa ville abandonnée. De la même manière, Lucky Luke disparaît à la fin de chaque album après avoir accompli son bienfait, tel un esprit de la justice. D'ailleurs, quand Powell abandonnera sa folie de chercheur d'or solitaire, plus aucune de ses actions ne sera montrée hors de la case. Il a définitivement abandonné son rôle de spectre. Une autre mise en place de Goscinny dans cet album est la caractérisation des deux antagonistes par une double onomatopée directement identifiable, ce qui permet à l'auteur de les faire eux aussi exister par du hors-champ, avec juste l'utilisation de texte. Ici, c'est surtout un ressort humoristique, mais c'est une belle manière de caractériser des personnages avec des outils propres à la BD. Calamity Jane sera elle aussi personnalisée par de la mise en scène, via un tir signature qui lui est propre. Comme Lucky Luke, elle est une combattante, et c'était important de lui singulariser son tir. Et son langage aussi, vu qu'elle adore raconter des histoires. Le hors-champ de Lucky Luke sera aussi parfois montré lorsqu'il donne un coup de poing, ou même encore ici où il crache dans un crachoir. La même scène a été divisée en deux cases pour montrer son crachat venant d'un hors-champ. C'est une mise en page assez artificielle et probablement parodique.
Lucky Luke va aussi tirer dans d'autres contextes où il n'incarne pas cet être surnaturel. Déjà, on va souvent le voir tirer en l'air pour calmer une situation ou donner un coup de départ à d'autres personnages. L'autre contexte plus intéressant sont les moments de mêlée générale où ça tire dans tous les sens et où Lucky Luke semble avoir perdu toute capacité de tir. D'ailleurs, dans ces scènes, on dirait presque que tout le monde tire à blanc. On dirait que ces cases sont surtout là pour montrer une ambiance de bagarre plutôt que de montrer la conséquence concrète de cette bagarre. Donner à voir au lecteur une situation de western classique de manière presque gratuite. Pour terminer cette partie, je vais parler des différentes fois où le tir en hors-champ est tout de même encore utilisé par des ennemis de Lucky Luke. Après le tome 11, où le tir en hors-champ sera vraiment introduit la première fois pour Lucky Luke, on aura le tome qui met en place les cousins Dalton. Ici, au départ, on les montre incapables, et le tir en hors-champ va être utilisé pour montrer leur nullité. Ensuite, ils se sont entraînés, et ça va être l'album où les Dalton seront le plus montrés comme compétents au tir. Par la suite, les auteurs vont les amoindrir et les remettre à leur place de personnages qui échouent tout ce qu'ils entreprennent. Pendant ce tome 12, après l'entraînement des Dalton, il y a une ambiguïté sur qui est le plus fort au tir, si les cousins ont réussi ou non à se hisser à la hauteur de leurs prédécesseurs. Les Dalton, comme Lucky Luke, sont montrés comme possédant a priori la même capacité de tir. Ce qui va faire la différence, c'est lors du dénouement de l'histoire, où on va voir cette scène analysée précédemment, où Lucky Luke va mélanger pour la première fois le tir en hors-champ avec le saut dans le temps. Grâce à cette nouvelle fusion de deux mises en scène, il va créer son tir ultime, et ainsi définitivement asseoir son autorité de tireur et remettre les Dalton à leur place. Ensuite, on aura du tir d'ennemis en hors-champ dans les 5 albums suivants. Le juge, en remontant le Mississippi, sur la piste des Dalton, Billy the Kid, et enfin, bien plus tard, cette histoire de Lucky Luke. Normalement, je n'en ai pas oublié. Dans la majorité de ces cas, les tirs sont là pour représenter une attaque surprise, et non un tir rapide. Mais dans le cas de Pistol Pete, puis de Billy the Kid, c'est aussi là pour montrer leur habileté. Et comme pour Fil de Fer, Lucky Luke les vaincra par la ruse. Lucky Luke usera aussi de cette méthode dans certains albums contre les Dalton, pour faire de sa victoire une victoire morale et de l'intelligence. Dans tous ces cas, on reste dans l'ordre de l'exception. Mais le cas du tome 42, cette histoire de Lucky Luke, est le plus troublant. Pendant 21 albums, les auteurs avaient l'air d'avoir définitivement laissé ce tir à uniquement Lucky Luke et ses amis. Alors qu'ici, non seulement il y a plusieurs fois ces tirs venant de multiples personnages, et en plus, dans un de ces cas, le tir désarme quelqu'un et on se rapproche alors vraiment très fortement du tir signature de Lucky Luke. Après une telle constante, je ne m'explique pas cette entorse à la règle très marquée et surtout fait par un personnage complètement lambda, un simple fermier. Mais une autre entorse encore plus étonnante dans cet album est qu'un bandit va être tué. Vraiment, c'est très étrange. Je vais conclure cette vidéo en parlant de la manière de représenter la trajectoire des tirs. Parfois, on voit juste le trait de vitesse qui traverse la case, et parfois, il représente la balle en train de traverser la scène. C'est là que c'est le plus intéressant, je trouve. Cela lui permet de mélanger les deux manières et de montrer ainsi différents instants au tir montrés sur une même image. Il profite bien de la BD qui permet de représenter des moments figés que l'on peut choisir avec soin, et de mélanger ainsi plusieurs temporalités au sein d'une même image. Cela lui permet de montrer des balles tirées d'une manière qui est vraiment propre à la BD, et de mettre ainsi en scène des tirs qui donneront de la personnalité à la série. En utilisant ces astuces, Maurice donne une tangibilité aux balles tirées, il renforce leur réalité physique. À partir du tome 20, Maurice changera presque intégralement le trait des tirs, pour montrer des traits en pointillés, ce qui renforcera encore davantage l'idée de précision, mais fera un peu perdre l'impression de vitesse du tir. Les tirs deviennent alors moins réalistes, et je trouve qu'on se rapproche alors davantage d'un code graphique de dessin d'enfant. Personnellement, j'aime bien, et ça caractérise et personnalise encore davantage le dessin de Maurice, tout en renforçant l'impression que dans une case de BD, on nous montre plein de petits instants figés. De ce que j'ai vu, et c'est assez marrant, c'est que le seul et premier moment où Maurice a utilisé le trait de tir en pointillé avant le tome 20, c'était dans le tome 6, sur la case censurée où Lucky Luke tue Bob Dalton d'une balle dans la tête. L'utilisation de traits de tir permet aussi aux auteurs de montrer l'intention d'une scène, de renforcer par exemple l'impression que des personnages sont cernés de toutes parts, ou encore, en retirant complètement ces traits, de montrer que l'on est dans un échange de tirs où les coups n'atteignent pas la cible, comme dans la situation de bataille générale de western classique expliquée précédemment. Les traits de vitesse permettent aussi d'appuyer sur la précision d'un tir, et ce type de trait va être également utilisé pour montrer l'intention et la direction d'un regard. Si je devais combiner les différentes astuces de mise en scène que l'on a vues pour faire un tir ultime de Lucky Luke mais qui n'est pas forcément agréable pour notre logique de lecture, je ferais comme ceci. Je me base sur une demi-page des Barbelés sur la prairie. On a la situation initiale, puis j'ai mis le tir en hors-champ mais sans sa conséquence. Ensuite on voit Lucky Luke qui finit de rouler sa clope et son temps de parole allonge encore la scène, et enfin on voit la conséquence du tir. L'absence de case au moment du tir et puis de sa conséquence relie aussi ces deux moments et atténue un peu l'illogique de l'action. Ce qui aide aussi, c'est que sans bord de case, la tangibilité de l'ellipse
entre les images peut sembler plus flou et donc plus souple pour le lecteur. J'ai aussi montré les tirs sous forme de traits uniques qui traversent toute la case. Ce qui fonctionnerait, c'est que ce type de trait de tir ne serait là que pour Luke, là où tous les autres auraient des tirs en pointillés et avec une balle visible, car par effet de contraste, cela donnerait l'impression que les balles de Luke sont plus rapides. Le résultat reste absurde, ça fonctionne moins bien que la proposition de Maurice et de Goscinny, mais c'est marrant à regarder et comparer, je trouve. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu d'explorer ainsi le travail de ces grands auteurs qui méritent que l'on s'attarde sur leur boulot de créateurs de BD, de comment ils en exploitent les codes pour créer des récits uniques. N'hésitez pas à partager, vous abonner, notamment pour voir la prochaine vidéo sur Billy the Kid qui sortira sous peu. Je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.